Un petit souci d'installation de PowerPoint. Voilà. Donc on va enchaîner sans plus tarder. En plus, c'est moi qui débute, donc je peux commencer directement à reprendre la suite. Alors, première table ronde de la journée. Ce matin, je voulais qu'on entende le regard de plusieurs chercheurs qui peuvent avoir des regards parfois un peu différents, parfois convergents sur la question des apprentissages lors de la mobilité internationale. Voilà, donc on va voir plusieurs recherches, l'une en cours, Céline qui va installer ses diapositives et en thèse à France Volontaire, c'est une sociologue. Marc Bulto, qui est notre grand témoin de la journée aussi, et a un pied à l'université de Savoie et un pied en tant que praticien. Donc, il a mené plusieurs études et là, il va venir nous parler dans cette table ronde de sa dernière étude menée sur le devenir des volontaires. Et l'intérêt, c'est que c'est une étude à long terme. Donc, tu as été investiguer un peu les impacts à long terme de cette mobilité. Donc, ça va nous intéresser. Et puis Franck Michel, je te représenterai plus en détail tout à l'heure, mais tu vas jouer ce matin, tu as accepté de jouer le rôle de l'anthropologue. Voilà, tu es spécialisé sur les voyages, donc tu es toi-même voyageur, enseignant, chercheur, et donc tu vas nous amener un autre regard ou le regard qui est celui de l'anthropologue sur ces questions. Voilà, on va avoir des temps de débat. Alors on verra si on a le temps après chaque exposé, une ou deux questions très rapides et puis un temps plus de débat à la fin. Voilà, alors je fais ce qui se fait pas, mais je me rassois, c'est ça. Je vais me passer la parole. Tu as besoin qu'on accède ? Vas-y. Pour vous. Excusez-nous pour cette petite interruption technique qui fait une petite pause. On continue. Alors, je me donne la parole. Voilà, mais je fais un petit peu tout aujourd'hui. Donc, repréciser que je fais partie d'Eduter Recherche, d'une équipe qui travaille sur la question des apprentissages professionnels et des compétences, et qu'on a mené donc cette recherche pour le ministère dont parlait Yann tout à l'heure, dont on va vous présenter les principaux résultats. Alors, je vais passer vite sur un certain nombre d'entre eux. Le rapport est à paraître en avril 2013, donc pour ceux que ça intéresse, on va le diffuser assez largement, il sera public. Voilà, donc je vais revenir sur quelques résultats un peu marquants de ce travail. Alors pour repréciser le contexte de cette étude, on a été enquêté auprès d'un échantillon de jeunes de BTS, donc de l'enseignement agricole, exactement 19, qu'on a rencontrés pour la plupart après leur voyage, leur séjour à l'étranger, donc 6 à 9 mois après. Pour certains, pour 2 d'entre eux, on a pu, avec Stéphanie et Benoît, les rencontrer avant et après. Mais la plupart, il y avait une certaine distance. Alors cette recherche a été donc financée par le ministère et son objectif était d'éclairer un peu la question des apprentissages lors de la mobilité avec un regard de sciences de l'éducation et d'aboutir à ce référentiel qui est encore en travail. Je voudrais juste dire un mot, mais je ne vais pas trop parler de théorie, mais de dire qu'on s'inscrit dans des cadres théoriques qui sont ceux de la didactique professionnelle. Voilà, juste pour le mentionner, et qu'on a mené par ailleurs dans l'équipe beaucoup de travaux sur la VAE qui nous ont beaucoup inspirés pour ce travail. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui connaissent, le référentiel qu'on est en train de construire s'inspire beaucoup des référentiels de VAE, puisqu'on pense qu'il s'agit quand même d'une pratique de référence sur la question de la valorisation de l'expérience. Voilà, et on a mené par ailleurs un certain nombre de recherches sur l'alternance. D'ailleurs, des gens de notre équipe ont organisé, pas plus loin que la semaine dernière, une conférence de consensus et un colloque sur l'alternance à AgroSup Dijon. Et on va le voir qu'un certain nombre des phénomènes qu'on observe lors des stages à l'étranger s'observent aussi dans les stages en France.
Hein. Donc c'est pas complètement étranger et se pose sans cesse la question de la spécificité. Qu'est-ce qui change de faire un stage en France, de faire un stage à l'étranger? Voilà, on y reviendra. C'est une question qui a sans cesse été posée dans le groupe, qu'on continue de se poser, sur laquelle on n'a pas de réponse tranchée à apporter. Voilà. Et puis donc au niveau de l'échantillon, je reviendrai très rapidement cet après-midi. On a enquêté aussi auprès d'un échantillon très réduit parce qu'on n'a pas pu faire autrement de recruteurs. Hein, on en a eu 4. J'y reviendrai à la table ronde de cet après-midi. Ce matin, on va se centrer sur les jeunes. Voilà, les jeunes qui sont partis et 20 ans en moyenne, je l'ai reprécisé. Ils sont partis dans tout un tas de pays. Donc, on a vu des jeunes qui sont partis en Amérique du Nord, en Europe. Je donnerai différents exemples. En Afrique, en Amérique latine. On n'avait aucun jeune parti en Asie, mais ça, c'est un peu le hasard de notre échantillonnage. Et puis c'est pas une des destinations majeures des BTS. Voilà. Et on a procédé avec une méthode d'entretien long. C'est des entretiens d'explicitation de Vermeersch dont on s'est inspiré. Des entretiens longs et chronologiques qui duraient à peu près 2 heures. Avec chaque élève, il y avait 1h30 de récits. On les faisait raconter depuis l'avant-voyage, ce qui s'était passé dans le voyage et le retour. De manière très l'entretien d'explicitation de Vermeersch, pour ceux qui connaissent pas cette méthode, c'est une méthode qui incite à être très précis, très concret dans le discours et à décrire ce qui a été fait et sortir d'un discours un peu général, comme il peut l'être parfois sur l'activité, un discours de commentaire, de jugement. C'est pas ce qui nous intéresse. On voulait plutôt une description assez fine de ce qui a été fait, ressenti, vécu dans le déroulement chronologique, pour revenir donc à ce niveau de finesse et de détail. Et ce type d'entretien est censé permettre d'accéder à tout l'impensé de l'action ou tous les raisonnements qui sont pas toujours conscients, qu'on va mobiliser dans l'action, les connaissances qui peuvent s'y développer notamment. Voilà. Et puis on a terminé pour la plupart avec un petit temps sur des photos, pour ceux qui avaient amené leurs photos, pour comparer le mode d'énonciation de type récit avec un mode d'énonciation armé de photographie. Alors même si l'un venait après l'autre, donc ça biaise un peu le discours, mais c'était intéressant de voir que ça produit pas du tout le même type de discours quand il y a un support photo quand c'est un support de récit guidé par l'entretien. Alors je vais maintenant venir, je reprends mes notes. Yes. En venir à certains résultats. Alors, si on regarde ce qui se passe avant le séjour, on constate un certain nombre de choses. Déjà, le premier constat qu'on voit, c'est qu'il y a des états d'esprit différents qui précèdent ce séjour à l'étranger. On a essayé de les regrouper entre 2 principaux buts qui semblent surordonnants. Un but de découverte, plus ou moins général, découvrir un continent, découvrir autre chose. Certains disent n'importe où à l'étranger fera l'affaire, d'autres ont un pays plus précis en tête. Et puis d'autres qui vont être plus dans un objectif de perfectionnement. Voilà, je veux connaître les meilleures techniques de production laitière, donc je vais dans tel type de ferme, dans tel type de pays, etc. Voilà, donc là, on a des objectifs assez différents. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des configurations toutes très personnelles de ces objectifs, de ces intérêts, du sens qui est donné au voyage. Certains sont à la fois dans la découverte, le perfectionnement en langue, le perfectionnement professionnel. Donc l'un n'est pas exclusif de l'autre, loin de là. Et on voit que le sens qui est donné à ce séjour se construit dès l'entrée en BTS et continue à se transformer jusqu'au moment du départ et pendant le voyage et même à son retour. Donc le sens n'est jamais un sens fixé une fois pour toutes. Et donc ce sens est à la fois influencé par le séjour et l'influence. Je vais pas beaucoup développer cet exemple, mais on a l'exemple de 2 élèves qui sont partis en Équateur. Alors c'était un stage collectif de BTS, mais il y avait quand même une période en individuel dans des familles. Les 2 étaient dans le même diplôme, sont partis avec le même encadrement, dans le même groupe et 2 stages qui sont racontés de manière complètement différente, avec visiblement des découvertes culturelles à l'opposé l'une de l'autre, puisqu'il y en a une qui est vraiment restée centrée sur la découverte professionnelle, la rencontre avec les vétérinaires, les lamas, etc. Et l'autre qui s'est beaucoup plus intéressée à la découverte du pays, des modes de vie, etc. Donc on voit que 2 états d'esprit différents vont donner 2 manières de vivre le voyage et 2 manières d'en retirer des choses assez différentes.
Je passe très vite. Pour vous dire aussi, mais ça n'étonnera pas ceux qui accompagnent les jeunes, il y a des périmètres de préparation très différents, qui vont du plus simple au plus élargi. Il y en a qui se contentent d'envoyer un email à leur maître de stage qu'on leur a entre guillemets trouvé parce que c'est un lieu habituel de stage, etc. Qui se contentent de faire entre guillemets un CV, une lettre de motivation dans l'autre langue éventuellement. Et puis il y en a qui ont des démarches de préparation très investis, très complexes, où ils vont mobiliser leur réseau, ils vont envoyer des emails, téléphoner sur des lieux potentiels de stage. Il y en a qui vont jusqu'à renégocier leurs objectifs de stage, alors qu'il y en a qui partent en n'ayant qu'une vague idée des objectifs. Il y en a qui vont jusqu'à les négocier eux-mêmes avant le départ. Donc on a vraiment des périmètres variables. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que dès cette étape-là, il se passe un certain nombre d'apprentissages avant même de partir. Il y a des choses qui peuvent commencer à se développer. J'ai remis des exemples ici. Prendre un billet d'avion, téléphoner en anglais, négocier des objectifs de stage sont des situations que pour certains n'ont jamais été vraiment vécues, qui découvrent et qui donc peuvent donner lieu à un premier type d'apprentissage. Et puis pour finir, ce qu'on observe à ce moment-là, alors j'ai oublié de le mentionner, il y a aussi des apprentissages plus tourner vers soi, du type je suis capable de gérer un projet sur le long terme, un projet un peu stressant, pas toujours bien ficelé. J'ai fait preuve de ténacité pour partir, parce qu'il y en a pour qui c'est compliqué, ils veulent partir mais c'est pas toujours simple. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qui peuvent développer à ces moments-là. Et puis enfin ils commencent à développer leur représentation sur le pays. Alors on emploie le terme de représentation au sens très large, on ne se prononce pas sur leur pertinence ou leur véracité. Je vous ai donné un exemple avec, je sais pas où est le PowerPoint ici, l'élève 8 qui est partie en Russie et qui nous dit qu'avant le départ, elle ne savait pas trop quoi penser des Russes. Et ils m'ont dit que les Russes étaient très ouverts. Donc c'est les élèves qui étaient partis les années d'avant, qu'elle a pu rencontrer. Mais ma meilleure amie a une autre version qui disait que les Russes n'étaient pas ouverts. Alors, c'est un exemple un peu caricatural parce qu'il met en opposition ces représentations, mais on voit que dès ce moment-là, il y a un certain nombre de représentations sur le pays qui commencent à se construire, qui circulent entre les jeunes. Les regroupements comme les réseaux jeunes Amérique latine ou Afrique-Asie sont des lieux où s'échangent beaucoup de ces représentations qui tournent beaucoup, j'y reviendrai, c'est important, sur l'accueil. Voilà, l'accueil qui va être donné dans les pays. Ces représentations tournent aussi sur un certain nombre de choses qui sont possibles à faire ou pas sur les lieux de stage dans les pays. Voilà. Ce qui est intéressant de se demander, c'est en tant que chercheur et peut-être accompagnateur, qu'est-ce qu'on fait de ces représentations? Est-ce qu'il faut les faire énoncer? Et ce type de représentation comme cet élève, comment on la traite? Voilà. Est-ce que c'est un apprentissage? Est-ce que c'est juste un lieu commun qui est répété? La question qu'on peut se poser, nous, en tout cas, à notre niveau, mais on pourra en débattre avec les intervenants, c'est finalement, est-ce que ces représentations sont prises pour objet d'étude, de doute, éventuellement d'enquête au moment du voyage? Est-ce qu'elles sont prises pour argent comptant ou est-ce qu'à un moment donné, les jeunes vont se questionner à leur sujet et évoluer dans ces représentations? J'y reviendrai tout à l'heure. On voit qu'il y a des évolutions, en tout cas, qui se passent sur ça. Alors, sur ce qui se passe pendant le séjour, là, on observe que les jeunes passent tous par les mêmes situations, finalement. Onfray, qui est un philosophe que vous connaissez peut-être, qui a essayé de construire une théorie du voyage, disait il y a le temps du désir, le temps de l'événement et le temps du souvenir. Alors il détaille ça un peu plus dans son ouvrage et on s'est dit effectivement on retrouve un peu toujours la même trame. Ce qu'un autre anthropologue, mais là je parle sous ton contrôle, Franck Michel, donc qui s'appelle Didier Urbain, disait un même voyage peut donner lieu à des scénarios variés selon la manière dont les jeunes ou les personnes vont le vivre. Donc, c'est pas parce qu'il y a une même trame que tout le monde vit la même chose, mais bien ça peut se décliner en un ensemble de scénarios différents. Et donc cette trame, c'est un ensemble de situations que les jeunes vivent, situations qui offrent différents potentiels d'apprentissage et d'intégration, j'y reviendrai. Et on a essayé de stabiliser ces 9 situations dans le référentiel qu'on vous a distribué. Je les recite ici pour que vous puissiez les voir. Il nous semblait que c'était les situations significatives d'une expérience internationale, donc tout ce qui est la préparation, l'avant qu'on vient de voir,
le voyage lui-même, en chemin, l'arrivée, le stage, la vie sur place hors travail, puisqu'il semble qu'il y ait beaucoup de choses qui puissent se passer sur ce qui se passe dans la vie, dans les familles ou dans les communautés, qui est hors du stage. L'apprentissage de la langue, qui est une sorte de situation transversale, la langue et les codes de communication. Le maintien du lien avec la France, peut-être un peu plus anecdotique, mais on voit que ça se passe pas de la même manière pour tout le monde. La situation du retour et la situation de l'après. La manière dont tout ça est vécu, raconté, valorisé au retour. Alors j'ai mis 4 étoiles rouges, je sais pas si on les voit. Ce sont les étoiles des situations qui sont apparues comme critiques pour les jeunes. Alors en quoi sont-elles critiques ? Attendez que je revienne dessus. Je trouve plus ma feuille. Alors la première, la situation du voyage aller. Finalement, c'est une situation où il y a beaucoup de tension, il y a souvent un mélange d'excitation et d'anxiété. Et ce qui est intéressant à observer à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose du sens du voyage qui se noue à ce moment-là, c'est le sentiment de passer une frontière. Et ça, c'est récurrent dans tous les jeunes qu'on a vus. Ils ont le sentiment, à un moment donné ou à un autre, de passer une frontière. Frontière qui peut être à des endroits très différents. J'avais donné le même exemple. Pardon pour vous qui m'avez écouté la semaine dernière, mais c'est assez frappant. Un jeune qui part en Allemagne et pour lui, la frontière entre la Belgique et l'Allemagne, puisqu'il est passé par la Belgique, c'est le moment où ça y est, il se dit ça y est, c'est parti, je suis parti. Et puis un autre qui part aux États-Unis qui dit ouais, l'Europe c'est bien gentil, mais moi la frontière, il faut que je passe un océan, c'est l'Atlantique. Donc chacun met le sens de la frontière où il veut, et c'est ça qui va aussi donner un sens à ce départ. La situation de l'arrivée, on l'a exploré un peu avec Damien, même si on l'a exploré trop rapidement. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a à la fois un cocktail d'angoisse souvent et puis d'exaltation. Enfin, l'idée qu'il y a un mélange de sentiments qui s'éprouvent à ce moment-là. C'est ce qu'on appelait l'ivresse, l'ivresse de l'arrivée. Et on voit qu'à ce moment-là, il y a des choses qui commencent à se jouer, comme l'intégration. Alors, à travers ce que tu nous as dit, Damien, on voit déjà que la question de l'accueil reçu, le lien qui commence à se créer avec les personnes, est-ce que je vais pouvoir communiquer avec elles, sur quoi, ça commence à se jouer et se nouer dès ce moment-là. La question de l'intégration qui sera une préoccupation tout au long du séjour. J'y reviendrai peut-être. Voilà. Et puis déjà, dès ce moment-là, il y a un certain nombre de représentations sur le pays qui peuvent commencer à se construire, à s'enrichir, à se discuter. La question éventuellement de la pauvreté, etc., etc. Voilà. Alors ensuite sur la question du stage, j'en dirai pas trop non plus, mais ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même des stages qui ont des potentiels d'apprentissage différents. C'est exactement la même chose en France, donc on retrouve le même phénomène à l'étranger. On voit par exemple des élèves qui restent cantonnés à des tâches un peu routinières, pas vraiment nouvelles, voire qui sont pas trop d'un niveau BTS mais inférieur. Qui sont très peu encadrés. Là, je dresse le portrait un peu noir, mais il y en a quelques-uns qui sont dans ce cas-là. À l'inverse, d'autres qui peuvent avoir des tâches beaucoup plus variées, voire des tâches nouvelles, voire d'un niveau de difficulté évolutif, et qui donc vont leur donner l'occasion d'un certain nombre d'apprentissages, quand bien même ils savent s'en saisir. C'est toujours une interaction. Voilà. Et puis on a même le cas d'une élève qui a eu des tâches qui lui ont été confiées d'un niveau supérieur à un BTS à la fin de son stage. Donc elle a vraiment le sentiment d'avoir énormément évolué au niveau professionnel pendant son stage. Voilà. Et enfin, la vie sur place. Alors sur la vie sur place, ce qu'on peut en dire, c'est que là, il y a la question de l'intégration qui se joue tout au long du séjour. Le seul exemple d'élève qui nous a dit que son stage s'était mal passé, c'est un élève qui a été rejeté dans une famille en Allemagne où ça s'est pas très bien passé. Il a été rejeté par certains membres de la famille et c'est le seul qui nous a dit si c'était à refaire, je sais pas si je repartirais. Les autres, il y en a qui ont eu des stages pas très intéressants, comme je le disais. Malgré tout, quand l'intégration sur place s'est bien passée, qu'ils ont pu nouer des liens avec les gens, ils sont contents, ils repartiraient volontiers. C'est une belle expérience. Donc il semble que cette question de l'intégration, elle soit vraiment cruciale à tous ces moments. Et là, il semble aussi qu'il y ait des occasions d'apprentissage et de découverte de la culture qui soient variées selon les jeunes. Je vous ai
pris 2 exemples, on a essayé de schématiser un peu les fréquentations qu'ils ont pu avoir durant leur séjour, hors travail. Ça nous donne ça, donc l'élève 5 qui est parti dans une ferme en Allemagne, donc celui qui s'est senti un peu rejeté. Il a eu des contacts avec sa famille en France, des contacts avec un autre Français qui était en stage à proximité, et sa famille d'accueil, et point barre. Voilà. Et la seule chose qu'ils ont fait, c'était un stage d'1 mois, c'est assez court sur une exploitation. Ils sont allés visiter 2 villes avec l'autre Français, mais c'est tout. Donc il a eu finalement très peu de contacts avec des Allemands de milieux pas du tout différents. Il a par exemple pas trop pu apprendre à découvrir qu'est-ce que c'est qu'être jeune dans une ferme en Allemagne, ou même la condition des fermiers en Allemagne, hein, il est resté vraiment dans cette famille d'accueil. À l'inverse, cet autre élève, l'élève qui est parti aux États-Unis, donc du même diplôme, hein, production animale, même BTS, lui, alors on voit une configuration très différente. Il a eu une grande foule de contacts avec les voisins, les amis de la famille, hein, dans laquelle il était logé, la famille élargie. Il a été invité à des fêtes de famille. Il a rencontré des jeunes du pays. Il est sorti. Il a fait des activités avec eux, de la chasse, du bricolage, du sport, de la cuisine. Voilà. Donc partager vraiment la vie des personnes. Il a fréquenté ses collègues en dehors du travail, les collègues sur la ferme, mais aussi d'autres professionnels qu'il a eu l'occasion de rencontrer, par exemple des gens qui font la voirie aux États-Unis, qu'il a eu l'occasion de fréquenter en dehors. Donc on voit en tout cas là des occasions de fréquentation de la population beaucoup plus élargies, beaucoup plus variées, et qui donnent un potentiel d'apprentissage sur le pays et la culture plus grand. Après, ça ne veut pas dire qu'il a forcément plus appris, il faut voir ce que chacun en retire à nouveau, mais il y a quand même un potentiel plus grand. Voilà. Si on finit sur le retour, j'essaye d'aller vite. Qu'est-ce qui se passe au retour? Je l'ai évoqué, une satisfaction générale. Jean-Medj l'a dit, hein, c'est plus de 90% de satisfaction. Donc là-dessus, il n'y a pas, même quand ça s'est pas très bien passé. Autre chose plus intéressante qu'on observe quand on questionne ce qui s'est passé au moment même du retour, c'est ce qu'on pourrait appeler, à la suite des travaux de Piaget, mais pas seulement, on trouve ce concept ailleurs, un effet de décentration sur le pays, qui a été évoqué aussi par Caroline ce matin. Au moment de rentrer en France, j'ai changé un peu mon regard sur la France, et il y a un certain nombre de choses qui m'apparaissent différemment. Je vous ai donné l'exemple de l'élève 14 au retour du Canada qui dit « Les gens ne disent pas bonjour, ça m'a encore plus sauté aux yeux parce que j'avais pris l'habitude de l'hospitalité, la bonne humeur des gens. » Voilà. Voilà l'exemple de choses dont il témoigne au retour. Et puis finalement, tous témoignent assez rapidement de ce qu'on appelle le retour du social. Cette espèce d'état de grâce au moment où on pose le pied à l'aéroport en France, il disparaît. Voilà, il dure une demi-journée, une journée, voire une semaine pour certains. Et puis après, on est réembarqué dans le lycée, les amis, la famille. Et finalement, on met tout ça un peu de côté, on reprend nos habitudes de pensée et de vie habituelles. Autre effet sur lequel je reviendrai pas, mais il me semble que Damien, tu l'as bien illustré, c'est un effet de révélateur des envies qui se joue aussi au retour. Certains disent, c'est quand je suis revenue que je me suis rendu compte que je voulais repartir. Voilà, ou que vraiment je me suis dit il faut absolument que je fasse ci ou ça, etc. Donc ce moment peut être le révélateur vraiment de ce qui a pu changer au niveau de ses envies, de son projet. Autre fait qui nous a étonnés, je ne m'étendrai pas plus non plus, c'est pour certains le retour dans sa communauté familiale et amicale, c'est comme un petit événement. Voilà, c'est certains donc dans des villages de campagne, de milieux agricoles, donc des fils d'exploitants par exemple dans le Berry, on en a vu. C'est le fils de Monsieur Untel qui est parti aux États-Unis, c'est le seul ou qui est parti en Allemagne, et du coup il y a une fête qui est organisée au moment du retour et tout le monde le questionne. Alors c'était comment est-ce qu'ils cultivent là-bas la terre, hein, donc il y a une grande curiosité sur les pratiques agricoles dans les autres pays et une curiosité vis-à-vis de celui qui rentre de l'étranger, qui a un statut légèrement nouveau dans sa communauté. Voilà. Après, pour finir, ce qui nous intéresse pour la journée d'aujourd'hui, c'est que on leur a demandé à ces jeunes, mais comment vous parlez de votre voyage? Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? À qui?
Et finalement, ce qu'on entend d'eux, c'est beaucoup sur le mode de l'anecdote. Je raconte un peu des anecdotes à ma famille, mes amis, des anecdotes qui les font rire. Voilà, j'ai croisé un raton laveur un matin en allant travailler pour la jeune fille qui était au Canada. Voilà ce qu'elle aime raconter. Et certains, alors c'est parfois avec les photos d'ailleurs, ce qu'ils nous disent finalement, c'est que ce qu'ils ont vécu en stage au niveau professionnel n'est pas toujours, pour certains oui, mais d'autres non, pas toujours partagé, n'est pas toujours raconté. Il y en a certains qui n'ont jamais raconté à personne un certain nombre de choses qu'ils ont pu vivre sur leur lieu de stage, parce qu'ils disent ma famille ça les intéresse pas trop, s'ils sont pas du milieu agricole par exemple, ou parce qu'ils n'ont pas toujours eu l'occasion de le faire dans leur lycée. Et ça c'est ce qu'a dit Jean aussi. On réfléchira cet après-midi à la question de l'accompagnement au retour. On constate dans les lycées que le format PowerPoint photo et quelques anecdotes sur le pays, un format assez répandu, mais le format de récits approfondis sur ce qu'ils ont vécu n'est pas toujours fait. Et puis finalement, pour finir sur les impacts sur les itinéraires de vie, on constate des impacts variables. Alors il y en a qui disent ça n'a rien changé. La seule chose c'est que je serais plus facilement enclin à repartir à l'étranger. Voilà, pourquoi pas. Mais ça n'a pas changé ma vie. Et il y en a au contraire qui ont le sentiment, comme l'élève 6 que je cite, d'avoir sauté une marche, d'avoir grandi. Certains d'ailleurs ne le disent pas, mais les accompagnants le disent, ou disent que leur famille leur a dit que. Donc ça peut venir de l'entourage. Et puis certains vont jusqu'à mettre en balance dans leur voyage leur avenir professionnel. Donc là, on peut avoir des impacts forts sur je vais déterminer mon avenir en fonction de ce voyage. On a vu un des jeunes qui allait partir. Ça nous a fait un peu drôle d'ailleurs. On s'est dit, oulala, on espère pour lui que ça va bien se passer. Enfin bon, ou sinon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais il mettait en jeu son désir même de travailler dans le domaine de l'environnement suite à ce qu'il allait vivre sur place en Afrique. Et on l'a revu à son retour. Ça lui a donné envie de continuer, mais peut-être dans d'autres pays. Il avait quand même une perception parfois un peu mitigée de l'aide qu'il pouvait apporter en Afrique. Je termine sur la question des apprentissages. Une des difficultés qu'on a pour essayer d'identifier les apprentissages, c'est qu'une partie de ces apprentissages sont incidents, sont non conscients, puisqu'on est dans ce qu'on pourrait appeler les apprentissages informels. C'est ce que la Commission européenne appelle les apprentissages informels sur les lieux de vie. On n'est pas dans le domaine scolaire. Et certains vont avoir du mal à dire, mais je sais pas vraiment dire ce que j'en ai retiré. Il y en a pour qui c'est un peu plus élaboré, un peu plus facile. Ne généralisons pas trop hâtivement. Alors, on a essayé de classer les apprentissages en 4 domaines. Alors, même si on verra après, dès qu'on classe, on sépare et en fait, tout ça, c'est lié. Mais si on essaye une première tentative de classement, il y a des apprentissages qui portent sur le travail, les situations professionnelles. On voit que certains vont étendre le répertoire des situations qu'ils maîtrisent, ils vont acquérir des nouvelles techniques, très triviales, conduire un tracteur avec un boîtier automatique. Bon, mais je savais pas le faire avant de partir, maintenant je sais le faire. Ou telle technique de culture, voilà. Il y a aussi des concepts et des connaissances sur le domaine du travail lui-même qui sont développés, qui sont mobilisés et développés. Je ne m'étendrai pas dessus. Ou par exemple, si on peut donner un exemple, un certain nombre évoquent, notamment ceux qui partent en Afrique ou en Afrique, la question, il suffit pas de venir dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, aux paysans, comment ils devraient cultiver leur lopin de terre. Ça marche pas. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de choses qui peuvent, de représentation, de connaissances, qui peuvent développer à l'issue de ce stage. Voilà, ils font l'expérience de nouvelles manières de travailler ensemble. Détail intéressant, certains me disent, alors j'ai posé la question à certains, est-ce que c'est différent des manières de travailler en France? Et il y en a deux élèves qui sont partis en stage en labo de recherche en Suède m'ont dit, on ne peut pas vous dire, on ne peut pas comparer, on n'a jamais fait de stage dans un labo de recherche en France, on imagine que c'est différent, mais on ne peut pas vous dire à quel point. Et moi, en les écoutant, j'ai une petite voix qui me disait, oui, ça a l'air très différent. Il y a des réunions de labo tous les lundis matins, c'est très structuré, un milieu très interculturel qui semble assez différent de ce qu'on peut trouver, de ce que j'en connais en France. Voilà. Alors, deuxième type d'apprentissage, les apprentissages culturels, ou les apprentissages de la culture, des modes de vie. On l'a évoqué avec les représentations qui sont énoncées avant de partir. Ces représentations évoluent.
Et on voit qu'il s'en développe un certain nombre sur les modes de vie, les habitants, l'organisation du pays et au retour la France aussi. Je vais y revenir. Les apprentissages de la langue. Là, c'est sûr, il se passe plein de choses. Je vais pas forcément beaucoup les développer, mais il y a à la fois une extension du vocabulaire, une habileté notamment orale, et une découverte des règles d'interaction qui vont être propres à des pays ou des milieux de travail et qui peuvent varier. Hein, des manières de saluer, des manières d'introduire et de conclure une conversation qui peuvent parfois les troubler. Hein. Et là, c'est intéressant. On voit qu'une partie de ces apprentissages linguistiques se font par l'erreur. Hein, par la maladresse, et c'est par la maladresse qu'on découvre le cadre d'interaction ou de politesse qu'on vient de rompre sans s'en rendre compte. En fait. Et enfin, des apprentissages de soi. Alors là, ça semble aussi assez prégnant. Il semble que les jeunes, c'est pour eux l'épreuve au double sens. Hein. Je fais l'épreuve et je mets à l'épreuve mes capacités, mes qualités, celles que je m'attribue ou qu'on m'attribue. Comme une capacité à m'adapter à un environnement nouveau. Donc il y a une prise de confiance qui peut se faire. Voilà, avoir été autonome aussi, c'est l'épreuve de l'autonomie pour beaucoup. Voilà, et puis découvrir ce que je suis capable de faire, mes envies. Le fait de me convaincre aussi que je suis capable de m'intégrer dans un environnement nouveau avec des gens que je ne connais pas et qui parlent pas la même langue. Là, il y a aussi un certain nombre d'effets de ce point de vue-là. Pour finir, les apprentissages sont inégaux selon les jeunes. C'est bien sûr une interaction entre les conditions offertes et ce que eux recherchent et amènent. Et puis, ces apprentissages, ce qui est important, c'est qu'ils sont souterrains, incertains, incidents. Il y a un certain nombre d'apprentissages qui vont se faire par des observations, des leçons qui sont tirées de l'expérience ou même des échanges avec d'autres. Et beaucoup de ces apprentissages peuvent passer inaperçus. Hein. Il y a aussi ce que Marc Bulto a montré dans sa précédente recherche, la figure des passeurs, et je trouve qu'on voyait bien émerger des passeurs dans ton discours, Damien. Il y a souvent des gens qui se placent sur les parcours de ces jeunes et qui viennent leur transmettre, qui se donnent le rôle d'être un peu, alors pour certains des anges gardiens même, qui vont jusqu'à les protéger, leur donner des règles de prudence. Et puis il y en a certains qui vont leur transmettre un certain nombre de clés pour décoder le pays et un certain nombre d'invariants culturels qui leur sont transmis. Et pour finir sur ça, ce qu'on voit, c'est que ces apprentissages, ils circulent entre les 4 domaines, puisqu'un apprentissage qui peut se faire au café en discutant avec des étrangers sur un invariant de la culture peut ensuite être réinvesti dans le travail et inversement. Je vous donne juste l'exemple d'une élève à Madagascar qui ne s'en sortait pas pour débrouiller une affaire compliquée, un stage qui était le financement de ses repas et elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et un soir au café, en discutant avec des étrangers, ils lui disent à Madagascar, les gens ne disent pas non. Voilà, ça ne se fait pas de dire non de manière franche comme ça. Et du coup, elle dit, voilà, et la lumière fut, j'ai compris pourquoi je m'en sortais pas avec mon interlocuteur. Et elle a du coup changé de braquet et la manière de gérer, et sa situation a pu se débrouiller. Donc on voit que dans un café, dans un bar, peut se faire un apprentissage qui va permettre de débrouiller une situation professionnelle. Je ne sais pas si je suis claire sur ça, je pourrais y revenir. Pour finir, juste un mot sur les apprentissages culturels. C'est des apprentissages qui nous posent beaucoup de questions en termes de recherche, mais je pense à vous aussi, on ne sait pas trop comment les traiter. Ces fameuses représentations sur les pays qui sont énoncées, elles ont déjà des origines différentes. Il y en a certaines qui sont entendues, qui sont véhiculées, on l'a dit. Il y en a d'autres qui sont généralisées à partir de l'expérience. Il y en a beaucoup qui s'échangent entre étrangers, notamment dans les moments de rencontre entre Français, par exemple, ou Européens. Alors, on essaye d'avancer là-dessus, c'est encore très embryonnaire, mais à se demander finalement, est-ce qu'il n'y a pas quand même un moyen de discriminer un peu ces représentations, ou du moins d'aller plus loin. Donc je soumets quelques pistes d'analyse en essayant de se demander, par exemple, est-ce que ces représentations sont générales ou sont spécifiées à des domaines? Est-ce qu'elles sont illustrées par des faits? Est-ce qu'elles utilisent le vocabulaire du sens commun ou un vocabulaire professionnel technique pour certains? Est-ce qu'elles sont reliées avec d'autres domaines de l'expérience ou complètement isolées? On a le cas. Est-ce qu'elles sont prises pour objet de doute ou d'examen? Et est-ce qu'elles aboutissent ou non à une réévaluation des valeurs? Là aussi, on a des représentations qui ont plus ou moins d'influence.
Ce qu'on constate en tout cas, c'est la grande fréquence des analogies qui sont énoncées au retour des voyages. Et ces analogies, ces raisonnements de comparaison entre eux et nous, la France et l'étranger, et même à l'intérieur de l'étranger, parfois différents lieux, ethnies, cultures, est-ce que ce sont des croyances? Est-ce que ce sont des connaissances? Ça, c'est une vraie question. Je vous donne 2 exemples. Ici, la première, c'est un élève qui est parti au Burkina Faso qui nous énonce une assertion qui est liée à son expérience dans son village, mais à laquelle il n'apporte pas d'explication, qui flotte un peu, hein, si vous voulez, où il dit: c'est dur d'être jeune au Burkina, ça repose beaucoup sur le jeune, il n'y en a pas beaucoup qui vont à l'école, j'en ai vu pas mal qui n'y allaient pas. Voilà, il ne développe pas plus, hein, ça reste ce qu'il a perçu, mais après, il n'est pas forcément encore, et c'est normal, hein, c'est pas forcément son job, mais capable d'aller beaucoup plus loin. À l'inverse, l'élève numéro 6 aux États-Unis, alors lui, on voit qu'il a évolué ses représentations sur le pays. Alors d'une part sur la nourriture. Pour moi, c'était hamburger, frites et steak. J'en ai mangé beaucoup, mais en fait, il y avait pas mal de spécialités différentes. Hein, donc on voit une évolution. Et puis, alors lui, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, les représentations sur les États-Unis, il y en a un peu, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est l'agriculture. Hein. C'est un fils d'agriculteur, futur exploitant, et lui, il a regardé les champs et les manières de les cultiver de près. Et il y a des pages entières où il a développé des représentations très fines sur les méthodes agricoles, où il va jusqu'à comparer les avantages des unes par rapport aux autres. Sur donc le deuxième exemple, hein, sur les rendements en blé, identiques ou différents. Et après, il réévalue ses valeurs. Si vous voulez, il évalue l'intérêt du système français par rapport au système américain, mais et inversement, il voit aussi des intérêts au système américain par rapport au système français. Il parle aussi beaucoup de la question des pesticides. Il relie ça à la manière dont les environnements sont structurés, à l'histoire de l'agriculture dans les pays. Enfin, ça va assez loin. Voilà. Pour finir sur le référentiel qu'on a essayé de produire à partir de tout ça et qu'on vous propose de tester aujourd'hui, l'idée c'était de se dire on va faire un référentiel déjà des possibles, que ce soit pas un référentiel normatif, parce que on voit que chacun vit une expérience singulière et qu'on peut pas leur dire il faut vivre ça. On ne veut pas leur dire ce qu'ils doivent vivre, mais plutôt peut-être les aider ou aider les jeunes à repérer ce qu'ils ont vécu par rapport à l'ensemble des possibles qui peuvent être vécus. Je vois que vous êtes tous frigorifiés là. Moi aussi. Deuxième principe du référentiel, un référentiel des situations. Comme vous avez pu le voir, c'est inspiré de la VAE. On part du principe que les compétences ne s'énoncent pas. Elles ne sont pas connues de nous-mêmes. C'est bien pour ça qu'en VAE, il faut un accompagnement et qu'il y a tout un travail. Et pour réussir à identifier les apprentissages et les compétences, il faut en passer par un détour. Ce détour nécessaire, c'est celui de l'activité en situation. C'est ce qui est fait dans les travaux de VAE. Et donc, on s'est dit que ce référentiel, c'était une aide pour faire ce détour en invitant les jeunes à réexplorer leur expérience pour voir ce que chacun a pu en retirer. Et puis, dernier point, c'est un cadre à l'explicitation, l'élaboration de l'expérience en individuel ou en groupe. Là, il y a une chose qui nous intéresse aussi, c'est de se dire que on voudrait éviter de plaquer des listes toutes faites de compétences ou de capacités sur l'expérience des jeunes, du type j'ai développé ma capacité d'adaptation, nanana, nanana. On voudrait au contraire que chacun, si c'était possible, réussisse à identifier ce qui fait lui la spécificité de son expérience et de ses apprentissages. Je vous citais des exemples. Hein. Certains vont développer des connaissances très approfondies des systèmes de culture dans 2 pays. Voilà, ça c'est quelque chose de spécifique qu'un autre n'aura pas. Et ça nous semble d'autant plus important si on prend l'exemple des écoles d'ingénieurs. Hein. Maintenant, quasiment tous les jeunes ingénieurs partent à l'étranger. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre 2 séjours d'ingénieurs à l'étranger? Finalement, s'ils n'arrivent pas à mettre en avant la plus-value de leur voyage à eux, en la reliant à des exemples, en l'argumentant sur leur expérience, sinon, tout se vaut. Et un recruteur dira, il est parti à l'étranger, très bien, dont acte. Maintenant, on passe au reste. Voilà. Pour finir sur le référentiel, le canevas, c'est les situations données à vivre, l'activité et les apprentissages réalisés et ce qui compte en faire. Voilà. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Vous l'avez, voilà. Allez, je dis un mot pour finir très rapidement, puis ça fera le lien avec la table ronde de cet après-midi. La question des dispositifs d'accompagnement dont on va reparler cet après-midi.
Il nous semble d'une part qu'il y a un faisceau d'attentes de l'institution qui sont parfois confuses et difficiles à mettre en mots. Et que, ça a été dit, l'accompagnement au retour est parfois limité dans les établissements, les lycées agricoles. Autre phénomène qu'on a observé, c'est une survalorisation du personnel au détriment du professionnel. Ça m'a beaucoup marqué. On était assez d'accord dans le groupe pour le dire que souvent, le discours dominant qui traîne un peu, c'est de dire « allez à l'étranger, ça vous transforme, j'ai beaucoup appris sur moi, ça a été un chamboulement ». Une espèce de discours attendu comme ça, qui est vrai pour certains, mais pas pour tous. On l'a vu, il y en a, c'est des petits quand même chamboulements personnel. Et puis l'aspect professionnel est parfois un peu mis de côté en se demandant mais finalement qu'est-ce que tu as appris au niveau professionnel là-bas. Donc l'idée pour nous c'était peut-être d'inviter, mais on en reparlera cet après-midi, à ne pas négliger l'un par rapport à l'autre, hein, même si les deux objectifs restent importants. Voilà, mais on va discuter de ça cet après-midi. Je suis désolée d'avoir été longue. Je vais maintenant passer la parole à... Oui. Oui, on peut poser 2 questions voilà, après chaque exposé rapidement et puis on reviendra en discussion plus tard. Il faut l'allumer ah ben non, il marche. Bonjour, je voulais juste savoir si vous aviez pu faire la différence entre des étudiants qui ont fait un stage obligatoire et ceux qui n'ont pas fait de stage obligatoire. Oui, alors il y en avait une partie dans l'échantillon qui avait fait un stage obligatoire et d'autres non. On peut faire l'hypothèse que ça joue effectivement sur le sens qui était donné. En l'occurrence, l'élève pour qui ça s'est mal passé était en stage obligatoire. Hein, les deux seuls et un de ses camarades qu'on n'a pas pu voir pour qui ça s'était mal passé aussi, c'était aussi en obligatoire. Après, j'ai pas un échantillon suffisamment large pour vous donner une vérité plus probable sur cette question. D'accord. Fais cette hypothèse. Merci. S'il y a une autre question, on reviendra un petit temps de débat à la fin sur l'ensemble des exposés. S'il y a des questions de compréhension, on peut les poser maintenant.